Avant l'aube, les tambours résonnent et le silence du Togo pèse comme une menace directe sur le Sahel. En 5 jours à peine, l'exigence d'extradition, les messages interceptés, le dossier des 19 officiers visés et l'avertissement voilé de Paris déplacent une affaire d'ombre vers une crise visible, où chaque communiqué semble écrire un engrenage. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il défendre la souveraineté sans rallumer l'ancien brasier, ni offrir à d'autres le faux pas qu'ils attendent? Dans cette tension, chaque heure sans réponse ressemble déjà à une décision irréversible, collective aujourd'hui. Cette séquence propose de comprendre pourquoi une affaire d'extradition apparemment limitée devient un test régional et ce que ce basculement révèle sur la souveraineté contemporaine au Sahel. L'enjeu est concret. Saisir comment des silences diplomatiques, des preuves financières et des accords de défense transforment une crise judiciaire en levier géopolitique durable. Il s'agit aussi d'identifier ce qui se joue pour les États concernés, pour leurs économies fragiles et pour des populations déjà exposées à l'instabilité sécuritaire. Derrière les communiqués, des choix s'accumulent, chacun porteur de coups différés, souvent invisibles au premier regard. Comprendre cette mécanique permet de distinguer la réaction immédiate de la stratégie longue et d'évaluer pourquoi certaines options séduisent l'opinion tandis que d'autres misent sur l'usure du temps. Enfin, cette analyse éclaire un point central. Dans ce type de crise, l'absence de réponse n'est jamais neutre, elle redéfinit progressivement le rapport de force. Ce qui se joue maintenant pèsera bien au-delà de l'épisode actuel pour l'équilibre régional comme pour la crédibilité politique interne. La révélation tient en 2 phrases et un chiffre. En retraçant les flux financiers et les messages interceptés, les enquêteurs burkinabés identifient un transfert de 100 millions de francs CFA reliant des intermédiaires itinérants à un réseau d'anciens officiers exilés avec un point d'ancrage hors du territoire national. Ce chiffre change la lecture de l'affaire. Il ne s'agit plus d'un fugitif isolé, mais d'une architecture de déstabilisation patiemment installée, mêlant exil politique, relais régionaux et temporisation diplomatique. Selon des sources concordantes, cette découverte conduit Ibrahim Traoré à convoquer un conseil restreint, où chaque élément est posé comme une pièce d'un puzzle plus large que la seule tentative d'assassinat. Le contexte explique pourquoi cette affaire déborde si vite. Le Burkina Faso sort d'une série d'attaques internes dont plusieurs visaient directement la hiérarchie militaire. 19 officiers figuraient sur une même liste destinée à paralyser la chaîne de commandement en une seule nuit. Après l'échec du complot, un sentiment de respiration s'installe brièvement, nourri par l'idée que les réseaux adverses sont désorganisés et que la sécurité a été consolidée. Ce répit est trompeur. Les messages interceptés révèlent une continuité discrète appuyée sur des canaux cryptés et des relais logistiques régionaux. Dans ce cadre, la demande d'extradition adressée au Togo prend un sens nouveau. Elle expose publiquement une opération de contre-espionnage menée depuis des mois, où chaque silence attendu devient un test politique. La réaction extérieure accélère la bascule. La France invoque ses accords de défense pour avertir qu'une intervention non autorisée serait perçue comme hostile. En un communiqué, une affaire judiciaire se transforme en crise internationale potentielle. Le silence togolais, loin d'apaiser la situation, amplifie la méfiance et nourrit l'hypothèse d'un jeu d'attente calculé. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur réactif que comme le point de convergence d'un dilemme régional. Comment exposer une ingérence présumée sans déclencher le mécanisme qu'elle semble précisément chercher à provoquer? Les premiers effets de la crise ne se lisent pas uniquement dans les communiqués officiels, mais dans les trajectoires humaines qu'elle met sous tension.
Au sein de l'armée burkinabé, les officiers dont les noms figuraient sur la liste du complot passent sous protection renforcée. Le quotidien se réorganise autour de protocoles plus stricts, de déplacements discrets et d'une vigilance constante qui modifie la chaîne de commandement sans la rompre. Du côté des services de renseignement, l'affaire sert de révélateur. Les confessions d'intermédiaires arrêtés, les relevés de communication et la concordance des dates imposent une révision interne des méthodes. L'objectif n'est plus seulement de prévenir une attaque, mais de comprendre comment une opération de déstabilisation a pu se déployer dans la durée, en exploitant des zones grises régionales et des silences diplomatiques. Chez les civils, l'impact est immédiat mais diffus. À Ouagadougou, les marchés continuent d'ouvrir, mais l'atmosphère change. Les conversations évoquent aussi moins la rumeur que la crainte d'un engrenage extérieur. Des familles de militaires attendent une réponse judiciaire claire, non pour nourrir l'escalade, mais pour éviter que l'attente ne devienne une forme d'enterrement symbolique. Les jeunes volontaires mobilisés autour des forces armées incarnent un autre effet précoce. Leur entraînement, souvent visible dans les cours et les bases périphériques, devient un signe de résilience autant qu'un message politique. Il ne s'agit pas d'une préparation à l'offensive, mais d'un rappel de présence et de cohésion. Ainsi, avant même toute décision majeure, la crise redessine les priorités internes. Elle impose une tension prolongée où chaque acteur ajuste son rôle, conscient que l'issue dépendra autant de la patience collective que d'un geste spectaculaire. Avant la bascule, la situation semble figée dans un entre-deux trompeur. Quelques semaines après l'échec du complot, les autorités burkinabées estiment que les réseaux adverses sont désorganisés. Les dispositifs de sécurité sont renforcés, les communications surveillées, et l'idée s'installe qu'un cycle de violence a été contenu. Cette perception repose sur des signaux internes rassurants, mais elle ignore encore la profondeur régionale du dossier. La bascule intervient avec la consolidation des preuves. Les messages interceptés, recoupés avec les flux financiers, révèlent que Paul-Henri Damiba n'est pas un acteur isolé. Il apparaît comme un maillon d'une chaîne plus vaste, reliant des anciens officiers exilés, des intermédiaires mobiles et des cellules dormantes. La mise au jour du transfert de 100 millions de francs CFA agit comme un déclencheur. Elle transforme une suspicion diffuse en accusation structurée, suffisamment étayée pour être portée sur la scène diplomatique. À ce moment précis, Ibrahim Traoré choisit l'exposition contrôlée. L'exigence publique d'extradition adressée au Togo n'est pas seulement une demande judiciaire, c'est un signal politique. Elle indique que le Burkina Faso assume désormais le risque de rendre visible une opération de contre-espionnage menée dans la durée. Cette décision rompt avec la logique du traitement discret et force les acteurs régionaux à se positionner. La réaction togolaise, ou plutôt son absence, devient alors un événement en soi. Chaque heure sans réponse alimente la lecture d'un calcul stratégique partagé entre prudence juridique et temporisation diplomatique. Dans le même temps, Paris laisse filtrer un avertissement invoquant des accords de défense régionaux. La formulation est brève, mais son effet est immédiat. Toute action unilatérale serait interprétée comme une provocation. En un seul message, la crise change d'échelle. La phase suivante est celle de l'anticipation militaire sans passage à l'acte. À Ouagadougou, l'état-major examine des scénarios variés, de l'incursion limitée au blocus symbolique, sans en privilégier aucun. Les cartes sont sorties, les axes frontaliers étudiés, mais un principe domine. Éviter le piège d'une réponse qui offrirait un prétexte d'ingérence. Cette retenue n'est pas unanimement partagée et les débats internes révèlent une tension croissante entre impatience et stratégie longue. Dans l'espace public, l'information circule rapidement. Les médias du Sahel relaient l'exigence d'extradition
Les réseaux sociaux amplifient les messages de soutien au capitaine et le mot d'ordre de justice devient viral. Des signes périphériques, coupures d'électricité ou rumeurs de sabotage ajoutent à l'atmosphère d'incertitude sans produire de faits vérifiés. La nuit devient un temps d'attente plus que de repos. Après la bascule, la crise s'installe dans la durée. Le gouvernement burkinabé affirme vouloir épuiser toutes les voies diplomatiques tout en refusant de reculer. Cette ligne cherche à maintenir la pression sans déclencher l'escalade. Elle marque l'entrée dans une séquence où chaque geste est mesuré, chaque mot pesé, et où l'événement central n'est plus l'action, mais la gestion du temps comme ressource stratégique. Au départ, la situation est évaluée comme une menace diffuse, puis elle se transforme en dossier chiffré dont chaque donnée modifie l'équation stratégique. Le passage du soupçon au constat repose sur un ensemble limité de nombres, mais leur portée dépasse largement leur apparente simplicité. D'abord, un chiffre sert de pivot, 100 millions de francs. Ces FA correspondent au montant retracé dans des transferts financiers reliant des sociétés écrans, des intermédiaires itinérants et des relais exilés. Pris isolément, ce montant pourrait sembler modeste à l'échelle des flux régionaux. Placé dans son contexte, il devient une preuve de coordination. Il atteste d'une opération financée, planifiée et suffisamment structurée pour éviter les circuits ordinaires, tout en laissant une trace exploitable par les enquêteurs. Cette somme matérialise l'intention. Il ne s'agit pas d'un acte improvisé, mais d'un investissement destiné à produire un effet politique précis. Ensuite, un autre chiffre éclaire la cible. 19 officiers figuraient sur une même liste avec l'objectif de les éliminer dans une fenêtre temporelle courte. Ce nombre révèle une logique de paralysie systémique. Neutraliser simultanément ces profils aurait désorganisé la chaîne de commandement, semé la confusion interne et ouvert un espace favorable à une prise de contrôle indirecte. Ici, la donnée quantitative permet de comprendre la nature du risque. Il ne visait pas seulement un homme, mais l'architecture institutionnelle de l'armée. Enfin, un troisième chiffre agit comme un indicateur de durée et de persistance. 40 tentatives d'assassinat recensées depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré dessinent un arrière-plan de pression continue. Ce total ne sert pas à dramatiser, mais à mesurer la résilience d'un réseau hostile. Chaque tentative ratée n'épuise pas la menace, elle la transforme. L'accumulation indique que les acteurs impliqués disposent ensemble de ressources, de relais et d'une capacité d'adaptation suffisante pour prolonger l'effort dans le temps. Pris ensemble, ces chiffres structurent le raisonnement des autorités. Ils justifient la demande d'extradition en la fondant sur des éléments traçables plutôt que sur des accusations générales. Ils expliquent aussi la prudence stratégique. Une réaction précipitée en ignorant la dimension financière et organisationnelle révélée par ces données risquerait de traiter les symptômes sans atteindre la mécanique sous-jacente. Ces preuves quantitatives ont également un effet externe. Pour les partenaires régionaux, elles offrent un langage commun plus difficile à contester que des impressions politiques. Pour les acteurs extérieurs, elles déplacent le débat vers le terrain juridique et sécuritaire, là où chaque chiffre peut être interrogé, confirmé ou nié. Le silence observé par certains interlocuteurs prend alors une autre signification. Il devient une réponse indirecte à des éléments concrets et non à de simples déclarations. Enfin, ces nombres influencent le tempo. Ils permettent de maintenir la pression sans déclencher l'escalade en rappelant que le dossier est documenté et évolutif. La crise cesse d'être un moment pour devenir un processus, où la maîtrise des données compte autant que la maîtrise du terrain. Deux thèses opposées structurent désormais le débat, chacune appuyée sur une logique cohérente et des références récentes. Les ignorer
reviendrait à caricaturer une crise qui se nourrit précisément de ces tensions internes. La première thèse plaide pour l'action rapide. Ses partisans estiment que chaque jour d'attente prolonge une humiliation nationale et accroît le risque de voir les preuves s'éroder politiquement. Dans cette lecture, l'extradition forcée devient un acte de souveraineté assumé. Les précédents d'opérations menées contre des groupes armés servent d'argument central. Lorsque l'initiative est prise, la dynamique bascule. À leurs yeux, la retenue actuelle offre un avantage stratégique aux adversaires, qui misent sur l'usure et la dilution de la tension régionale. Ils considèrent également que la crédibilité interne du pouvoir dépend de sa capacité à transformer les révélations en décisions visibles. La seconde thèse défend une stratégie longue. Elle part du constat que le dossier dépasse largement la personne recherchée. Une action militaire, même limitée, fournirait un prétexte juridique à une intervention extérieure fondée sur des accords de défense existants. Dans ce cadre, le coût potentiel d'un geste spectaculaire excède ses bénéfices immédiats. Les, les tenants de cette approche soulignent que l'objectif n'est pas seulement de capturer un individu, mais de démontrer que la souveraineté peut s'exercer sans retomber dans le cycle d'ingérence et de confrontation qui a marqué la région. Pour eux, la victoire réside dans la capacité à exposer les mécanismes d'ingérence, pas à déclencher une escalade. La réponse étayée ne tranche pas frontalement entre ces deux pôles, mais les recompose. Les données financières, le nombre d'officiers ciblés et la persistance des tentatives indiquent que le problème est systémique. Une action rapide pourrait produire un soulagement symbolique, sans neutraliser les réseaux révélés. À l'inverse, une attente passive viderait les preuves de leur force politique. La ligne intermédiaire consiste à transformer la patience en pression active. Documenter, publier progressivement, multiplier les canaux diplomatiques et maintenir une préparation crédible sans franchir le seuil. Cette approche ne nie ni la colère ni l'urgence, mais elle les intègre dans une stratégie où le temps devient un instrument, non une faiblesse. À ce stade, la crise change de nature. Ce qui semblait être une temporisation subie apparaît désormais comme une construction stratégique assumée. Les éléments accumulés ne servent plus seulement à convaincre des partenaires, mais à déplacer le centre de gravité du rapport de force. Le silence, longtemps perçu comme une faiblesse, devient un langage maîtrisé. Le basculement intervient avec la fuite contrôlée d'un rapport interne évoquant des contacts répétés entre des conseillers togolais et un émissaire français avant toute réponse officielle. Ce document, sobre dans sa forme, ne prouve pas une décision directe, mais il établit une synchronisation troublante. Il transforme une suspicion diffuse en séquence lisible où la temporisation apparaît coordonnée plutôt qu'accidentelle. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation redéfinit la marge de manœuvre. La question n'est plus seulement d'obtenir une extradition, mais de montrer comment une crise judiciaire peut être requalifiée en dossier sécuritaire par des jeux d'alliance. Exposer ce mécanisme sans le surjouer devient l'objectif central. Chaque information publiée agit alors comme un cliquet. Elle limite le retour en arrière sans provoquer l'explosion attendue. Dans l'opinion publique sahélienne, l'effet est immédiat. Le débat glisse de la colère brute vers la compréhension d'un piège plus large. La crise cesse d'être locale pour devenir emblématique d'un rapport ancien entre souveraineté et influence extérieure. À partir de là, l'attente n'est plus passive. Elle devient une phase active de démonstration, où tenir compte du temps équivaut à reprendre l'initiative. Les effets concrets de la crise se déploient désormais sur plusieurs niveaux, touchant simultanément l'État, les entreprises, les citoyens et l'équilibre régional. Chacun de ces cercles réagit différemment,
mais tous sont liés par la même incertitude prolongée. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. Les dispositifs de sécurité intérieure sont renforcés, non pas dans une logique d'urgence visible, mais par une réorganisation silencieuse. Les officiers identifiés comme cibles bénéficient d'une protection accrue, les protocoles de communication sont révisés et les circuits de décision resserrés. Cette adaptation vise à réduire les vulnérabilités révélées par le complot sans donner l'image d'un pouvoir assiégé. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cherche à maintenir une continuité de commandement essentielle pour éviter que la crise externe n'érode la cohésion interne. Les entreprises ressentent un impact plus contrasté. Dans les zones sensibles, certaines sociétés, notamment dans le secteur minier, suspendent temporairement leurs activités par crainte d'une dégradation diplomatique ou sécuritaire. Cette prudence traduit moins une rupture qu'une attente calculée. Paradoxalement, cette pause ouvre des espaces. Des investisseurs régionaux en provenance de pays voisins expriment leur intérêt pour reprendre ou soutenir certaines concessions. Le risque agit ici comme un filtre, favorisant des acteurs prêts à s'inscrire dans une logique régionale plutôt qu'externe. Du côté des citoyens, les conséquences sont à la fois émotionnelles et pratiques. À Ouagadougou et dans d'autres centres urbains, la vie quotidienne se poursuit mais sous une tension diffuse. Les marchés restent ouverts, les écoles fonctionnent, mais les conversations changent de ton. La peur d'un engrenage militaire se mêle à un sentiment de fierté collective. Les veillées de soutien, les messages diffusés à la radio et sur les réseaux sociaux témoignent d'un besoin de cohésion. Pour beaucoup, la retenue affichée par les autorités est interprétée comme une preuve de maturité plutôt que comme une faiblesse. À l'échelle régionale, les répercussions sont stratégiques. Le Mali et le Niger affichent leur appui politique, consolidant l'idée d'une solidarité sahélienne face aux pressions extérieures. D'autres États côtiers adoptent une posture d'observation prudente, conscients que toute escalade pourrait déséquilibrer les flux économiques et sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest. Des analystes soulignent que la rupture entre le Sahel et ses voisins aurait des coûts systémiques, bien au-delà du dossier initial. Pris ensemble, ces effets montrent que la crise n'est plus seulement un différend diplomatique. Elle agit comme un révélateur des dépendances, des lignes de fracture et des solidarités émergentes. La question centrale devient alors moins celle d'une issue rapide que celle de la trajectoire choisie et de la capacité à transformer une épreuve en rééquilibrage durable. On peut d'abord envisager un scénario de base qui repose sur la prolongation de la tension contenue. Les échanges diplomatiques se poursuivent sans avancée décisive, le Togo maintient une position de neutralité prudente et les partenaires extérieurs conservent un rôle d'observateur vigilant. Le dossier d'extradition s'enlise dans des procédures juridiques, tandis que le Burkina Faso consolide progressivement sa sécurité intérieure et ses alliances régionales. Dans cette hypothèse, la crise ne se résout pas, mais elle se stabilise. Le coût principal est celui de l'usure politique, compensé par une préservation relative de la stabilité interne. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste, qui suppose une inflexion sous la pression combinée de l'opinion publique sahélienne et des partenaires régionaux. Une coopération judiciaire finit par s'imposer, permettant une extradition encadrée et un procès public. Cette issue transformerait l'affaire en acte fondateur de souveraineté juridique, renforçant la crédibilité régionale du Burkina Faso. Elle contraindrait également les acteurs extérieurs à revoir leur mode d'intervention, en tenant compte d'une dynamique sahélienne plus autonome. Dans ce cadre,
Ibrahim Traoré apparaîtrait comme un dirigeant capable de canaliser la colère collective vers une solution institutionnelle durable. À l'inverse, un scénario plus pessimiste repose sur un incident déclencheur. Un mouvement frontalier mal interprété, un tir isolé ou une opération de renseignement révélée hors contexte suffirait à enclencher une escalade. Les accords de défense seraient activés, requalifiant la crise en confrontation sécuritaire ouverte. Les conséquences seraient de multiples: rupture diplomatique, retrait d'investissement, fragilisation économique et polarisation régionale accrue. Ce scénario incarne précisément le piège redouté, où une erreur tactique efface des mois de retenue stratégique. Entre ces trois trajectoires, aucune certitude ne s'impose. La variable décisive n'est pas la rapidité, mais la cohérence des choix. Si une leçon se dégage, c'est que la gestion du temps devient un outil politique à part entière. Penser en scénario permet moins de prédire l'avenir que de mesurer le prix de chaque option avant qu'elle ne devienne irréversible. À ce stade, la crise cesse d'être perçue uniquement comme une affaire d'État pour devenir une expérience partagée par des groupes sociaux très différents. Pour une partie des citoyens urbains, l'enjeu se traduit par une fatigue diffuse. Les alertes nocturnes, les rumeurs de coupures ou d'incidents et l'omniprésence du sujet dans les médias modifient le rapport au temps. La normalité continue, mais elle se fragmente, rythmée par l'attente et l'incertitude. Dans les familles de militaires, l'impact est plus direct. La protection renforcée de certains officiers rassure sans dissiper l'angoisse. Les proches comprennent que la retenue stratégique vise à éviter une escalade, mais ils vivent chaque jour supplémentaire comme un prolongement de l'exposition au risque. Cette tension silencieuse nourrit un rapport ambivalent à la crise, mêlant fierté institutionnelle et inquiétude intime. Chez les jeunes, la lecture est différente. Beaucoup interprètent la situation comme un moment de définition collective. Les images d'entraînement, les messages de soutien et les débats en ligne renforcent un sentiment d'appartenance à une génération confrontée à des choix structurants. La crise devient un marqueur, non pas d'héroïsme immédiat, mais d'apprentissage politique. Elle enseigne que la souveraineté ne se résume pas à un geste spectaculaire, mais à une constance parfois ingrate. Pour les acteurs économiques locaux, l'effet est plus pragmatique. Les commerçants ajustent leurs stocks, les entrepreneurs retardent certaines décisions, conscients que la stabilité perçue influence directement la confiance. Ici, la crise agit comme un test de résilience. La capacité à continuer sans visibilité claire devient une compétence en soi. Ce croisement d'expériences rappelle que les choix stratégiques ne restent jamais abstraits. Ils s'inscrivent dans des vies ordinaires, où chaque décision différée produit des coûts émotionnels et matériels. Comprendre cette dimension humaine permet de mesurer pourquoi la pression ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, là où l'attente se vit au quotidien. Pour éviter que la crise ne se fige ou ne dérape, une ligne d'action graduée se dessine, articulée autour de plusieurs étapes complémentaires plutôt que d'un geste unique. Cette approche vise moins à produire un choc immédiat qu'à réduire progressivement les marges de manœuvre adverses. D'abord, l'approche repose sur une diplomatie persistante et documentée. Il s'agit de multiplier les échanges formels et informels avec les interlocuteurs concernés en laissant une trace écrite de chaque démarche. Chaque note verbale, chaque demande restée sans réponse devient un élément du dossier. Cette accumulation transforme le silence en données exploitables, utiles tant sur le plan juridique que politique. Ensuite, elle concerne la transparence contrôlée. Publier progressivement les éléments vérifiés, sans surenchère ni mise en scène, permet de maintenir l'attention tout en évitant l'escalade émotionnelle. Les chiffres clés, les chronologies établies et les recoupements factuels parlent d'eux-mêmes.
Cette méthode vise à déplacer le débat du registre de l'accusation vers celui de la preuve, où la contestation devient plus coûteuse. Puis, elle touche à la souveraineté logistique et sécuritaire. Renforcer la coopération au sein de l'Alliance du Sahel, harmoniser les formations, partager le renseignement et réduire certaines dépendances extérieures contribuent à diminuer la vulnérabilité structurelle révélée par la crise. Cette consolidation n'est pas offensive, mais défensive, orientée vers la durabilité. Après cela, elle relève de la mobilisation civique encadrée. Encourager les citoyens à rester vigilants, à documenter les ingérences et à éviter les réactions impulsives permet de transformer l'opinion publique en soutien stable plutôt qu'en facteur d'escalade. La retenue devient alors une responsabilité collective. Enfin, la cohérence narrative joue un rôle central. Parler d'une seule voix sur la scène régionale et internationale limite les interprétations concurrentes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant d'une ligne claire, où la patience n'est pas synonyme de renoncement, mais d'endurance stratégique mesurée. La scène revient presque intacte, comme un écho discret aux premières heures de la crise. Dans une cour poussiéreuse, des volontaires s'entraînent encore, répètent les mêmes gestes sous un soleil qui n'a rien perdu de sa rudesse. Autour d'eux, la tension n'a pas disparu, mais elle a changé de forme. Elle n'est plus une alerte permanente, plutôt une présence intégrée au quotidien, acceptée sans être banalisée. Au fil des semaines, l'image d'Ibrahim Traoré s'est déplacée dans l'imaginaire collectif. Elle n'est plus seulement associée à la survie face aux tentatives d'assassinat, ni à la fermeté des discours initiaux. Elle incarne désormais une posture plus complexe, celle d'un homme qui avance lentement, conscient que chaque pas laisse une trace durable. Cette lenteur, souvent critiquée, devient un signe de maîtrise plutôt qu'un aveu d'hésitation. Dans les rues, certains affichent son portrait comme un symbole, d'autres y voient simplement le reflet d'une époque incertaine. Les discussions oscillent entre espoir et fatigue, entre la peur de l'escalade et le refus de céder. Ce mélange traduit une maturité nouvelle, forgée par des années de crises successives. La crise actuelle n'a pas livré de victoire nette ni de résolution spectaculaire. Elle a offert autre chose, un apprentissage collectif de la retenue. Tenir sans renoncer, avancer sans se précipiter. Dans ce choix difficile se dessine peut-être la leçon la plus durable de cette séquence, celle d'un pays qui apprend à mesurer sa force au poids de ses décisions. La crise observée ici ne se referme pas avec une décision unique ni avec une image finale apaisante. Elle laisse derrière elle une question plus large, presque inconfortable, sur la manière dont une société choisit de traverser les zones grises de son histoire. Entre la tentation de l'affrontement et la discipline de la retenue, le chemin emprunté engage bien plus que des dirigeants ou des diplomates. Ce qui se joue autour de cette affaire renvoie à une interrogation collective. Comment défendre une souveraineté réelle sans reproduire les mécanismes qui l'ont fragilisée par le passé? La lenteur stratégique, la maîtrise du récit, l'usage du droit et de la preuve deviennent alors des outils aussi déterminants que la force. Ils exigent du temps, de la confiance et une certaine maturité politique rarement acquise sans épreuve. Pour le spectateur, cette séquence invite à dépasser la logique du verdict immédiat. Elle propose d'observer comment une crise façonne des réflexes, des attentes et une vision du futur. Elle rappelle aussi que les choix faits aujourd'hui pèseront sur les générations suivantes, bien après que l'urgence médiatique se sera dissipée. Reste une question ouverte qui dépasse ce cas précis et concerne chacun à son échelle. Face à la pression, jusqu'où seriez-vous prêt à défendre la patience comme une forme de courage politique et à accepter que certaines victoires se mesurent d'abord dans le temps long?